En 1634, l'Académie française, c'est sa date de création, a décidé que tous les 25 ans, on ferait une photographie de notre langue, on scellerait un dictionnaire pour faire un état de la langue française qui permettrait d'être comparé avec le pas d'après. Et alors, depuis tout ce temps, tous les 25 ans, on a un gradient de mots, puisque notre langue évolue, et on a un gradient de mots entrant-sortant qui, globalement, a toujours tourné aux alentours de 2000 mots, jusque la fin du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, l'Académie française s'est une nouvelle fois livrée à l'exercice, et là, le constat a été terrible. 19 000 mots, c'est le gradient du nombre de mots qui avait évolué dans le dernier quart du XXe siècle. On peut rejoindre le dernier quart du XXe siècle au début de l'arrivée du numérique, globalement. Alors 20 000 mots, 19 000 mots, c'est énorme, c'est un quart de notre langue. Il faut savoir que la langue française, est une langue pauvre en vocabulaire. On a 93 000 mots dans notre langue, les Anglais en ont le double. Par contre, on est fiers de notre grammaire. On a une grammaire qui met bien en valeur notre vocabulaire. Et quand on plonge un peu plus profondément dans l'étude, on se rend compte d'une chose, c'est que tous ces mots qui ont muté, qui ont disparu, et tous ces nouveaux mots qui ont été créés, sont à 90% des mots de métier. Ça, c'est important. Ça révèle le choc que l'on est en train de vivre avec le numérique. Alors, les mots de métier, un métier, à chaque fois qu'un métier disparaît, il emmène avec lui tout le vocabulaire lié aux outillages qui va avec le métier, lié aux gestes qui va avec le métier. Voilà un premier constat du choc numérique, rien que sur notre langue. Il y a un deuxième constat qui m'amuse, c'est que si on revient une cinquantaine d'années en arrière, et même peut-être moins, si vous rentriez dans un endroit professionnel, quel qu'il soit, une échoppe, un magasin, même une usine, si vous mettiez vos sens en éveil devant la personne qui travaillait, vous pouviez facilement dire quel était son métier. Si vous aviez devant vous un monsieur avec un tablier en cuir en train de taper de toutes ses forces sur un bout de métal en fusion, on était effectivement chez le forgeron. Une dame en blouse blanche devant des éprouvettes, on était devant une laborantine. Eh bien, je vous demande de vivre une expérience. Pointez votre nez en pleine semaine ici, au bord du coworking. Comme le disait Audrey, on a une quinzaine de personnes qui coworkent régulièrement ici. Eh bien, je vous défie, en les regardant travailler, de me dire quel est le métier des uns et des autres. Ils ont tous la même posture. Ils sont penchés vers l'avant, devant un écran et un clavier. Et ça, une nouvelle fois, c'est une des caractéristiques de ces grandes mutations dues au numérique. Et pourtant, dans le coworking, on a également des architectes, des gens du bâtiment, on a une laborantine, on a tout un tas de métiers, mais une nouvelle fois, allez me dire qui fait quoi, vous ne pouvez plus le dire. Voilà un deuxième constat de ce choc civilisationnel qui est le troisième choc de l'humanité. Alors, bienvenue dans la troisième révolution de l'humanité et bienvenue dans l'industrie, quatrième révolution de l'industrie. Alors, quand on va faire un peu d'histoire, quand on parle de troisième révolution de l'humanité, il y en a eu deux autres précédemment, c'est juste pour poser des bases qui sont intéressantes. Le premier choc de développement qui a vraiment connu l'humanité, c'est lorsqu'on est passé du stade oral au stade écrit. Et qu'on est quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, puisque c'est notre référence. Et là, d'un seul coup, on se met à poser sur la pierre, sur la peau de bête, sur le papier, sur le parchemin. On se met à poser l'information qui va devenir transmissible, et non plus oralement, avec tout ce que ça peut supposer. Et d'ores et déjà, on constate une accélération à ce moment-là du civilisationnel. Le deuxième choc, bien connu, qui va se rapprocher de nous, on est au XIV-XVe siècle, c'est l'imprimerie. Quand l'imprimerie arrive dans l'humanité, tout va changer. Tout va s'accélérer d'un seul coup.
on perd l'obligation de retenir d'un seul coup. On n'a plus besoin d'écouter un professeur à l'université. Alors sachez qu'à l'époque, les élèves, 30 élèves, les mains dans le dos, écoutaient 4 heures de cours dans une université et étaient capables de répéter au mot près ce que le professeur avait dit. On avait une tête faite pour retenir. Et d'un seul coup, on n'a plus besoin de retenir les 3 heures de cours, on a besoin de retenir l'emplacement dans lequel, les coordonnées de l'emplacement où se trouve dans la bibliothèque le livre. C'est un deuxième choc énorme. Alors c'est la naissance de la monnaie papier, c'est la naissance du chèque, c'est donc le commerce international qui se développe. On n'a plus besoin d'échanger un boisseau de blé contre une vache. C'est terminé, on a un outil au milieu référentiel qui nous permet de faire du commerce international. C'est le développement des religions monothéistes qui, à partir de ce moment, grâce à l'imprimerie, le message devient répétible. C'est les sciences, c'est l'architecture, bref, on vit un énorme choc et on vit un moment très particulier de l'humanité à partir de ce moment-là. Eh bien, le numérique, c'est la 3e révolution de l'humanité. Une nouvelle fois, et ça c'est assez important, le message il peut changer régulièrement, il peut changer à pas cadencé. Quand un président de la République est élu, le message change. Quand une nouvelle direction prend une part dans une entreprise, le message change. Les messages, ils ont toujours changé dans l'humanité. Par contre, ce qui a très rarement changé, c'est le support. Et là, il faut vraiment prendre conscience qu'on a changé de support. Et ce changement de support, il a une nouvelle fois... Alors, on peut faire la corrélation entre le numérique et l'imprimerie. Regardez les chocs que nous sommes en train de vivre. On parlait des métiers, on parle de l'évolution de la langue qui vient tout d'un coup être bouleversée, les crypto-monnaies qui remplaceront très bientôt les monnaies, la disparition, une chose extrêmement claire, c'est la disparition des frontières, entre guillemets, même s'il y a une souveraineté qui reste. On nous avait dit le numérique et Internet réduira les distances, c'est faux. Le numérique annule les distances totalement. Alors, dans la première révolution, il fallait faire des milliers de kilomètres à pied pour aller dans la bibliothèque d'Alexandrie trouver un écrit. Dans la deuxième révolution, je vais à la bibliothèque d'Arc-la-Bataille, je fais moins de kilomètres et j'ai accès à l'information. Aujourd'hui, vous avez tous sur vous un smartphone qui vous donne l'intégralité de la connaissance et des informations que vous pouvez souhaiter avoir. Montaigne disait mieux vaut avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Eh bien, on est là. Voilà. Aujourd'hui, on a plus d'excuses, entre guillemets, à l'acquisition du savoir, on n'a plus de kilomètres à faire. Je réinsiste juste une seconde sur ce changement de support, parce qu'il vient bouleverser effectivement toute notre société à tout un tas d'endroits, sans qu'on puisse encore percevoir aujourd'hui toutes les modifications qui vont se proposer. La dernière chose en introduction sur ce choc numérique qu'on est en train de vivre, ça part d'une phrase qui dit que le savoir, c'est ce que le papa apprend à l'enfant, et la technologie, c'est ce que l'enfant apprend au papa. Et moi, je suis en train de vivre une chose merveilleuse dans ma vie, aujourd'hui, du haut de mes 50 ans, c'est de voir cette jeune génération arriver derrière moi, c'est de voir tous ces jeunes qui travaillent avec nous aujourd'hui et qui sont détenteurs d'un savoir que je n'ai pas, et qui est un savoir chez eux étant digital native, ils sont nés dans l'ère du digital, ils peuvent aujourd'hui enseigner aux plus vieux, autrement dit, ils ont une valeur ajoutée dans l'entreprise qui est très qualifiable et hyper importante. Je pense que ça vient bouleverser un organigramme très facilement aujourd'hui, de par leur connaissance innée. Alors si on a parlé de troisième révolution de l'humanité, quid de l'industrie 4.0, que j'aurai le courage d'appeler la quatrième révolution industrielle. Alors vite fait, la première c'est quoi? C'est l'arrivée de... C'est la vapeur, c'est M. Watt qui invente la vapeur, et on passe d'un artisanat 100% à un homme augmenté par une force, une machine qui va lui permettre d'aller plus vite dans ses tâches. La deuxième révolution, c'est Henry Ford, c'est le taylorisme. Je dissocie la tâche et je fais faire un geste répété aux gens dans mon usine et j'aboutis au bout à un produit. Autrement dit, c'est la naissance certaine de la classe ouvrière, c'est la migration de l'agriculture vers l'industrie, c'est les villes
qui se peuplent de plus en plus. Une nouvelle fois, l'industrie a un rôle extrêmement important dans le civilisationnel. La troisième, écoutez, moi je la qualifie du remplacement de l'homme un peu par la machine dans les basses tâches. C'est l'automatisation de nos entreprises et c'est la naissance de la couche de cadres de plus en plus présente dans l'entreprise. C'est le fils d'ouvrier qui peut devenir cadre. Ça y est, on est devant un rêve, on est devant quelque chose de humainement absolument parfait. On se dit que tout ça, ça va dans le bon sens. Et puis, arrive la quatrième révolution. Et là, la seule question vraiment, moi, qui me passionne fondamentalement dans tout ça, c'est quels vont être les changements sociaux et sociétaux de cette quatrième révolution. Puisque les trois premières en ont donné des changements, quels vont être les changements sociaux et sociétaux de cette quatrième révolution industrielle? Alors, je n'ai pas la réponse, on est bien d'accord, hein, je ne suis pas là pour donner un cours. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais la question se pose. Et nous devons nous la poser, puisqu'elle redescend dans les fondamentaux de nos vies et de nos sociétés. Moi, il y a une chose dont je suis certain, hein, c'est que pour ceux qui ont des enfants et des petits-enfants, je suis loin d'être sûr qu'ils acceptent d'aller à l'usine demain et de taper d'avoir un geste répété. Hein. Tu le disais, Patrick, tout à l'heure dans ton introduction, on est devant des attentes aujourd'hui totalement différentes de ce qu'étaient nos attentes et les attentes de nos parents. Alors, pour recentrer sur le sujet, en quoi naissent peut-être une digne représentante, finalement, de cette industrie? Alors j'ai oublié, j'aurais pu citer un peu plus Arc la bataille, parce que quand on en revient au lieu, Madame le maire, on est vraiment dans c'est une caricature ici, quoi. Je veux dire, entre cette croissance qu'il y a eu ici, dans la deuxième révolution industrielle, et le début de la troisième, et après l'effondrement constaté, hein, puisque la friche, elle est ce qu'elle est, même si on va se battre pour la remettre debout, et même si on va lui donner les clés pour aller revivre dans cette quatrième révolution, néanmoins, on est vraiment devant un lieu qui parle de lui-même. Il faut d'abord comprendre, quand on parle de quatrième révolution industrielle, qu'on a changé aussi de société d'une manière générale et qu'on est de moins en moins dans une société de la propriété et de plus en plus dans une société de l'usage des choses. Ça, c'est un point essentiel parce que ça va impliquer au niveau de la fabrication, d'une manière générale, un critère qui était à l'encontre de ce qui s'est passé dans le passé, qui est l'hyper-personnalisation des choses. On a une attente à ce niveau-là, évidente, que ce soit du grand public ou que ce soit des intermédiaires et des produits, en tout cas que l'on fabrique. L'industrie du futur, c'est une industrie connectée, c'est une industrie en réseau, c'est une industrie où chacun va être capable de partager du savoir-faire et d'augmenter son voisin, d'augmenter son sous-traitant, d'augmenter la qualité et la valeur des choses que nous allons fabriquer. Alors il y a quelqu'un qui a bien compris ça ici depuis longtemps, c'est Patrice Go, puisque Patrice crée il y a plus de 10 ans maintenant le réseau DME, et DME, si ce n'est pas la qualification d'un réseau être capable d'être ensemble pour pouvoir répondre, comme tu l'as bien mené, Patrice, c'est être capable de répondre à des affaires qui sont surdimensionnées par rapport à, effectivement, la taille individuelle de chaque entreprise, mais ensemble, plus vite, plus loin, plus fort. L'industrie de demain, elle va raisonner selon un terme dont on vous parlera tout à l'heure dans l'atelier, qui est le terme de l'additif. L'industrie 3D, c'est une industrie qui ajoute. Ce n'est pas une industrie qui retire de la matière. On vient d'un monde où on prenait un bloc de matière et on venait creuser dans le bloc de matière. Donc on avait les contraintes du bloc de matière déjà dans sa dimension et de la capacité à rentrer dedans et pas à grandir. Et d'un seul coup, on passe sur une logique additive. Dans l'industrie de demain, ça ne sera plus le produit qui va vraiment voyager, mais c'est la donnée qui va voyager.
La donnée va voyager parce que DME, une nouvelle fois, si on cite le berceau industriel, il va être en contact avec le DME de Lyon ou le DME de Lille, et tout d'un coup, on va faire voyager de la donnée pour fabriquer in situ un produit qui va être utilisé in situ. Et là, on rentre dans des règles RSE qui vont être prégnantes, en tout cas, puisque, une nouvelle fois, l'attente de l'usage le demande fortement. Est-ce qu'il y a une opposition, finalement, entre cette industrie du XXe siècle et celle qui est en train de se dessiner? D'abord, elle n'est pas complètement née ni complètement mûre. Donc, pour l'instant, la question se pose que moyennement. Mais non, on parle bien de compléter. C'est la même industrie dont on parle. Ce sont les mêmes acteurs, puisque les besoins et les connaissances fondamentales vont être les mêmes. Et la réponse à des besoins de marché, ça va être la même chose, toujours. Simplement, il faut que notre industrie fasse une mue dans ses entrailles profondes à un endroit et ne s'imagine pas que tout ça va être long, qu'on a le temps, que tout ça va se mettre en place dans les 20-25 ans qui viennent. Non, non. Elon Musk disait il y a 6 ans, je vais envoyer une fusée et je vais récupérer le lanceur de la fusée. Et tout le monde lui a dit, mais c'est impossible. Impossible. Alors une innovation, c'est ça, hein, c'est impossible, dangereux, évident. Ensuite, quand il a réussi à prouver qu'il avait réussi à envoyer sa fusée et que le lanceur était capable de retomber, on lui a dit, ah non mais c'est dangereux, attention, il va retomber où, ton lanceur? On ne s'est pas qualifié, s'il retombe sur la population, si... Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il va faire 80% des lancements de la NASA. Voilà. Dans l'industrie, moi, l'alerte que j'ai envie de donner, c'est attention à la vitesse à laquelle ça va aller. Il faut prendre le train. Et est-ce que le train du début, puisqu'on n'a pas prétention pour l'instant à voir plus loin que la vision de base que nous avons, est-ce que le train ne s'appelle pas un peu NES quelque part? Et c'est là qu'on doit aujourd'hui, en vous présentant notre outil, vous convaincre de quelque chose. On est là pour faire du dérisquage, nous. Vous savez, aujourd'hui, la vitesse de l'impression 3D double tous les ans. Les matériaux possibles à l'emploi sur la 3D font des bonds technologiques, mais toutes les semaines. Nous, on est en relation avec BASF d'un côté, on est en relation, donc, et Octoplus nous sert de relais là-dessus. On nous présente des nouvelles matières tout le temps. Et des matières, je vais vous montrer 2-3 petites choses tout à l'heure, mais c'est surtout la visite que vous allez faire qui va être intéressante. On nous présente des matières de plus en plus dingues, en termes de résistance. Ça va vite. Voilà l'alerte qu'on est en train de donner. On a notre partenaire qui distribue une marque d'imprimante dont 300 objets sont fabriqués avec et volent dans les avions de chez Boeing. C'est pas Patrice qui me contredira, puisqu'il travaille pour l'aviation. Tu connais les contraintes d'une pièce qui est destinée à voler. Parce qu'on peut se dire qu'on travaille pour l'aviation, mais au sol. Hein. Mais là, pour qu'une pièce soit acceptée dans un avion qui vole, je peux vous dire qu'elle est soumise à des contraintes qui sont complètement exceptionnelles. On y est, ça arrive. Aux États-Unis, vous avez déjà des réseaux virtuels d'industrie, pas forcément additives, même des industries très classiques, qui, ça y est, se sont mis en réseau, une nouvelle fois, avec des distances de dingo pour arriver à faire ensemble des produits. C'est ça aussi l'industrie 4.0. C'est pas que l'impression 3D qui actuellement est encore regardée un peu de loin avec un petit sourire. Alors, les services que NES est capable d'apporter aujourd'hui, ça va commencer par le bureau d'études. Ça va commencer par accompagner les industries du territoire à l'échelle régionale qui ont ou pas un bureau d'études. Alors prenons le cas d'écoles où elles en ont un. On a la prétention de dire, attention, quand on raisonne la fabrication d'une pièce à l'écran d'un ordinateur sur un logiciel qui va s'appeler CATIA, SolidWorks ou autre, on ne raisonne pas de la même manière si on va vers le soustractif que si on va vers l'additif. Il y avait un vélo, là, tout à l'heure, à l'écran, qui était un vélo bio-inspiré. L'industrie soustractive n'est absolument pas capable de réaliser ce vélo-là. Il n'est faisable qu'en additif, puisque je ne vais pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Et alors,
c'est quoi l'expression de ce vélo-là? Vous avez vu tout à l'heure la Vespasienne, là, le vélo des années 20, le vélo des années 80, enfin bref, l'évolution du vélo. Aujourd'hui, quand on parle d'usage, le vélo qui est présenté en bio-inspiration ici, il répond à toutes les contraintes imposées par l'usage. La résistance, la souplesse et le poids. Il est beaucoup plus léger que n'importe quel autre vélo, tout en étant plus résistant. Mais vous savez qui a dessiné ce vélo-là? Eh bien, c'est une machine. On a donné les contraintes à la machine, on l'a inspiré à un endroit sur à quoi ressemblait un vélo d'avant, et la machine a créé ce vélo-là. En partant aujourd'hui ou de la rétroconception ou de la conception et des logiciels de conception, on a des modules attachés aujourd'hui qui nous emmènent vers une création qui est une création qui finalement n'aura d'existence que dans l'additif. La rétroconception d'une pièce, aujourd'hui, pour l'industrie locale, quand je parle de dérisquage, c'est aussi l'acquisition du matériel avec des obsolescences programmées extrêmement rapides, difficiles à amortir, et quid du choix. Il y a déjà des industriels dans cette pièce qui ont fait l'acquisition de certaines machines 3D. Simplement, on peut avoir une demande 4 jours après qui demande une autre technologie complètement différente, puisqu'on est encore à l'ère où tout ça se développe et qu'on est sur un développement qui est finalement très transversal. Nous, notre rôle, ici, c'est de vous offrir une multitude de capacités d'exécution de prototypage dans différentes matières permettant d'arriver à des pièces dites d'usage. Pour la rétroconception, je disais tout à l'heure, vous le verrez, on a aussi un savoir-faire là-dessus, d'être capable de... On a des scanners Artec, haute définition. On a 2 produits qui nous permettent d'aller rétroconcevoir en partant d'une pièce existante. Ça tient compte des matières, ça tient compte des textures, ça tient compte, vous verrez 2-3 exemples dans les vitrines, vous allez voir que c'est assez bluffant aujourd'hui ce qu'on est en mesure de réaliser, et surtout de réaliser des fichiers STL capables d'être utilisés dans l'industrie. Ultimaker, vous allez voir, BASF vient de développer le premier, alors on travaille en FDM, ça on vous expliquera beaucoup, vient de développer le premier FDM Inox 316L, là. On aura les premiers essais la semaine prochaine. Ce que je veux vous dire par là, une nouvelle fois, c'est que tout va très vite, donc il ne faut pas hésiter à nous interroger et à s'interroger régulièrement. Ensuite, on a les pré-séries, vous allez voir, on a une organisation avec une centaine de machines aujourd'hui, et sans machines, ce n'est pas notre seule ressource. On verra dans 5 minutes qu'on va aller très vite à 300. Néanmoins, c'est quoi la pré-série? C'est la possibilité de faire des itérations sur un produit. On a travaillé avec un industriel il n'y a pas longtemps, on a fait en prototypage 6 itérations avant d'arriver au bon produit, parce que c'est un produit qui sera moulé derrière, admettons. Vous ne pouvez pas faire 6 moules d'itération pour arriver finalement à la bonne préhension du produit, etc. En 3D, on a fait ça en 2 jours. Et on lui a livré 6 itérations jusqu'à arriver avec des corrections de dessin pour arriver jusqu'à la fin. Et ensuite, on a fait la pré-série d'usage. On lui a fait une centaine d'objets qu'il a pu livrer sur le marché à des utilisateurs pour valider l'usage du produit. Ensuite, il ira à la série, il retournera à l'injection. Ça, c'est absolument génial. On a un succès, vous le savez, chez NES. On a développé le pince-nez qu'on a appelé Misty. Il faut quand même être conscient, parce qu'on discutait avec Stratasys aux États-Unis hier, qui est un fabricant de machines depuis 30 ans. Il ne connaît pas quelqu'un qui a fait ce qu'on a fait, je vais vous le dire. On a fabriqué 1 300 000 Misty dans une période de 6 mois. Ce qui est quand même exceptionnel, en partant d'ici, d'Arc-la-Bataille. On a été capable au plus fort de faire 30 000 pièces par jour. Voilà. Donc quand on parle d'industrie, on y est. Quelqu'un qui fabrique 30 000 pièces par jour est un industriel. Alors, ensuite, on est là pour innover. Et on a décidé d'innover dans notre relation. Et on a décidé d'innover dans notre relation à l'industriel. On a décidé de créer un outil qui va nous permettre de dialoguer avec nos industriels. Alors vous avez derrière moi ce que nous avons décidé d'appeler l'armoire numérique. Dans la relation que nous entretenons avec nos clients, je pense qu'il y a AFA qui est là, on ouvre une armoire numérique à notre client. Et notre client qui a besoin accessoirement
de prototypage, parfois d'outils, parce que la 3D sert aussi à créer des outils qui sont utilisés dans l'industrie. Ça peut être aussi, on parlait de pré-série ou de choses comme ça. AFA va venir de façon numérique, mettre dans son armoire, chez nous, mettre ses fichiers. Alors je vous rassure, on protège cette armoire, elle est totalement sécure, il n'y a pas de possibilité de se faire voler la donnée. Et AFA à distance, donc, va pouvoir venir utiliser son fichier et nous demander de l'imprimer, sans se déplacer. Il va être capable, alors AFA, ça va, il est à 30 bornes, il est IFTO, mais ça peut être un client qui est à Marseille, ça peut être un client qui est à l'étranger, qui va chez nous avoir son armoire numérique et nous demander de déclencher de l'impression. Et alors, on a un step au milieu, il y a un fichier, une industrie qui a un bureau d'études va nous donner un fichier en STL. C'est le format sorti des logiciels 3D. Sauf que le STL, il ne va pas à l'impression numérique comme tel. Il faut le découper, il faut slicer. Parce que finalement, la 3D, ce n'est que de la 2D, c'est des couches de 2D collées entre elles, jusqu'à arriver à la 3D. Et donc, on a la compétence ici pour transformer le STL de notre client sorti de SolidWorks ou de CATIA et de le transformer pour qu'il soit capable d'aller sur nos machines. Et après, c'est poser une question. C'est que si on voulait avoir du marché, il nous faut de l'offre. Et pour avoir de l'offre, aujourd'hui, l'offre, elle passe par la quantité. Si on veut aller raisonner devant le marché de nos Chinois qui nous piquent nos objets plastiques et qui font des séries, moyennant quoi, il y a 3 mois, il y a 1 mois et demi de délai pour les avoir par bateau, mais en plus, il y a 1 mois de moule avec, à condition qu'il n'y ait qu'une itération, il fallait qu'on ait la capacité de production. Alors, pour ça, on a créé un nouveau modèle qui s'appelle Inusine. On a un pilote d'Inusine ici qui s'appelle Justin, si jamais vous avez besoin d'en discuter avec lui. Et Inusine, c'est quoi ? On est parti d'une logique qui était de dire, voilà, il y a plein de gens qui ont des imprimantes, que ce soit des industriels, que ce soit parfois des particuliers, qui ont des imprimantes chez eux. Et on peut le dire, elles ne tournent pas. Elles ne marchent pas, les imprimantes, dans les industries, et chez les particuliers non plus. Elles marchent un peu au début, et à défaut de marcher, généralement, ça coince. Eh bien, nous, on va les mettre en route, ces machines-là. Et donc, on a créé un réseau qui est sur le territoire français. Il y a des gens à Lyon, il y a des gens à Nantes, il y a des gens en Normandie, beaucoup, néanmoins, quand même. Et on a réussi à consolider comme ça plus de 200 imprimantes qu'on est capable, à distance, de gérer et de faire démarrer. Ensuite, il y a un geste de logistique pour le retour de la marchandise, ou pas. On a eu un exemple extrêmement concret la semaine dernière d'un client qui nous a demandé une centaine de pièces à Lyon. On a fait travailler notre usineur de Lyon et qui est allé livrer les pièces à Lyon 2 jours après. Donc on a une économie évidente, en tout cas pour notre belle planète. Alors là, on a un système, on va passer très vite dessus, mais voilà, on gère les bons de commande avec les noms de nos usineurs. On leur envoie les fichiers STL, on valide avec les outils d'aujourd'hui qui sont des caméras à distance la qualité du premier produit sorti, et ensuite on lance les séries. On peut, nous, très facilement voir la progression du travail sur le côté, savoir où on en est sur notre commande générale par rapport à notre client. Et ensuite, si on va sur... oui, il y a le bon de commande, on l'a vu, peut-être tu l'as fait passer, Jensen, peut-être, oui. Bref, et puis on termine par le produit. Ici, voilà, et là on a les différents produits où on a le coût d'achat, puisque notre usineur, il ne travaille pas pour rien, on est bien d'accord. Mais en réalité, on a mis quasiment un nouveau modèle social en place, puisque 80% de nos usineurs sont des étudiants qui, finalement, une imprimante, elle imprime 24 heures, mais elle demande en attention, elle demande un quart d'heure, 10 minutes au démarrage, et elle demande une demi-heure au ramassage de la production à la fin. Et pendant tout le reste du temps, il étudie. Et au lieu d'aller, parce que c'est le cas dans ma famille, mon neveu, chez McDonald's, tous les jeudis soirs et tous les vendredis soirs, puer la frite pour payer son petit bout de loyer à Paris, il peut le gagner comme ça. C'est le sportif de moyen haut niveau qui a besoin de beaucoup de temps à l'entraînement, mais qui n'est pas encore vraiment payé pour exercer sa profession de sportif. C'est le retraité vert de l'industrie qui est passionné et qui a envie d'y aller et qui a 2-3 machines chez lui, etc., etc. Et je n'oublie pas, nous avons dans notre parc usineur des industriels qui ont des machines et qui nous ont dit, voilà, moi j'ai des machines, mais elles ne tournent pas, faites-les tourner. Et là, d'un seul coup, on a un apport évident
dans ce monde de demain. Pour finir, le vrai enjeu de tout ça, Audrey l'a évoqué tout à l'heure, c'est la formation. Et là où on a un rôle de dérisquage, on a aussi un rôle d'acculturation. Et je pense que, d'abord, la formation a démarré en numérique depuis 2 ans chez NES, mais nous allons annoncer, et je le fais un peu ici, c'est qu'à partir de septembre, nous allons avoir un vrai portefeuille de formation éligible aux OPCO, prise en charge donc dans le cadre de la formation professionnelle, sur des sessions de 1 journée, 3 jours, 5 jours, voire 3 fois 3 jours. Bref, on a un catalogue qui va arriver où on va rentrer complètement dans la logique 3D. Alors la logique 3D, l'imprimante, c'est le bout du bout. Hein. C'est presque ce qui est le moins intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est tout ce qui est en amont, c'est comment je transforme mon travail d'aujourd'hui, ma capacité à utiliser SolidWorks aujourd'hui, pour aller consolider du travail en 3 dimensions derrière. On ne cherche pas à remplacer, j'insiste vraiment là-dessus, on complète. On ne remplacera pas l'industrie de demain. Alors, je vais vous en donner une classique, hein, c'est le décolleteur qui arrive chez nous avec un raccord, par exemple, qu'il a fabriqué pour Nestlé, et qui me dit « Est-ce que tu es capable de faire ça ?» Ben non, tu le fais très bien. Je ne vois pas l'intérêt de copier l'industrie d'avant. L'industrie du futur ne copiera pas l'industrie d'avant. On ne refera pas des raccords de la même manière. Alors, de là, je dis ben non, et puis, si je me mets à vouloir faire ça, je vais perdre. Puisqu'il est dans des précisions aujourd'hui bien supérieures aux miennes. Finalement, revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on se repose la question de se dire, c'est quoi l'usage de cette pièce? Et finalement, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Je sais pas. Mais reposons-nous cette question-là. Voilà la 3D où elle démarre. L'usine de demain, elle n'est plus dans l'usine. Elle est derrière l'écran. Elle sera la capacité à savoir concevoir. Alors, je rassure tout le monde, hein, je ne suis pas en train de dire que ça va détruire de l'emploi, parce que comme toutes les révolutions, ça a repositionné les choses différemment. La 3D nécessite beaucoup de post-traitement, par exemple. Hein, mais la machine, elle fera ce qu'on lui a dit de faire. Elle ne fera pas autre chose. Donc finalement, l'intelligence, elle remonte d'un cran et elle vient derrière l'écran et sur la capacité à concevoir. On est en train de signer une belle collaboration sur nos formations. C'est 3D Systems qui nous a mis en relation à la base. C'est Dassault qui nous a contactés et qui souhaite participer à la mise en place de notre structure de formation. Dassault Systèmes, c'est pas rien. Hein. Alors quand on dit Dassault, bref, c'est plus tout à fait Dassault, mais c'est pas grave. C'est des grands fabricants et Octoplus qui est là en distributeur de machines qui vont nous accompagner aussi pour avoir les différentes technologies nécessaires à être capable de former les gens. Bref, on a autour de nous, on a réussi là à consolider autour de nous une appétence particulière. Je tiens à faire un clin d'œil à la Chambre des métiers qui est présente dans cette salle, parce que ça c'est un petit clin d'œil, ça n'a pas grand-chose à voir avec la 3D, quoique. Ah oui, parce qu'on a mis une machine chocolat pour vous montrer qu'on pouvait imprimer du chocolat. La Chambre des métiers avec lesquels c'est pareil, nous sommes en train de mettre des briques ensemble en route pour faire de la formation dans l'artisanat sur le numérique. Ça me paraît assez essentiel aujourd'hui aussi d'aller s'occuper de ces gens-là. Je suis à 3/4 d'heure, j'ai terminé. On va faire un petit jeu. Je vais vous faire une petite démonstration de notre système de gestion à distance. Si jamais vous venez ouvrir une armoire numérique chez NES, vous pourrez non seulement transférer vos fichiers, lancer vos impressions. Nous, on aura un rôle finalement comment je pourrais dire ça, de concierge, de conciergerie, puisqu'on viendra positionner sur la machine la couleur que vous souhaitez en fonction de ce que vous avez décidé d'imprimer. Et vous pourrez en plus voir à distance l'impression se réaliser. Alors on va faire un petit jeu, on est parti pour ceux qui ont des Google Home, les gens vont comprendre, et on va faire comme ça. Alors il n'y a pas de bruit, merci, mais là il n'en faut vraiment pas. Et je vais faire « Ok NES, peux-tu ouvrir mon armoire numérique ?» Bonjour Monsieur Gimonet, voici votre armoire numérique. Ok NES, peux-tu m'imprimer l'objet 302 ? En quelle matière souhaitez-vous imprimer l'objet 302 ? Ok NES, en PLA. Quelle couleur de PLA souhaitez-vous ?
Alors là, vous avez les différentes couleurs, chaque matière ayant des couleurs différentes. Il y a des matières qui sont en monocouleur. Vous pouvez avoir des matières en PETG chargées ou en nylon chargé Kevlar, par exemple. Vous allez voir, on a une machine qui est capable de faire ça. Là, c'est que noir. Là, en l'occurrence, le PLA me propose, en l'occurrence, en stock 6 couleurs. Et on vous a en réalité isolé l'imprimante. Mais nos imprimantes sont connectées et sont capables d'être à distance gérées. Okenes, en noir. Sur quelle imprimante voulez-vous imprimer l'objet 302 en PLA de couleur noire? Là, il y a, comme on a isolé l'imprimante, on est limité dans notre choix. Sinon, vous avez les différentes imprimantes, les différentes technologies. Alors, si vous avez choisi de l'ABS ou du PLA, ça va avoir effacé les imprimantes qui ne savent pas faire ça. Et là, en l'occurrence, c'est une Creality. On va lancer une Creality. Dans la Creality, vous avez, comme on n'en a mis qu'une en connexion là, c'est pas pareil, mais vous allez avoir, il y en a 60, les 20 disponibles ou les 10 de disponibles. Elles sont numérotées, vous la choisissez. Okenes, sur la Creality 052. Très bien, Monsieur Gimonet. Lancement de l'impression sur la Creality 052. Et voilà. Alors, vous êtes chez vous, dans votre bureau, vous êtes à Marseille, vous êtes à Yvetot. Tout d'un coup, le dashboard s'ouvre, vous récupérez toutes les informations, on est sur la Creality 052, on a les températures d'impression à distance, alors là, comme c'est du PLA, on va extruder à 215 degrés sur un plateau à 60 degrés, on va imprimer un boîtier PI, c'est les boîtiers des Raspberry Pi qui vont se mettre à imprimer, et on a éventuellement le petit film là-haut qui va à un moment donné se mettre en route, et l'imprimante, vous allez pouvoir, voilà, ça y est, l'imprimante a démarré. Donc elle va commencer son impression. Donc à distance de votre bureau, vous allez pouvoir suivre l'impression de l'objet que vous avez demandé à imprimer. Là, en l'occurrence, on lui en a demandé un. Si on lui avait dit 6 exemplaires, elle aurait fait un positionnement des 6 pièces sur le plateau. Si on lui avait dit 8, elle nous aurait dit que ce n'était pas possible et qu'il fallait mettre en route, de fait, une deuxième imprimante. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui avec un service associé tel que celui-ci à venir goûter, quoi. Voilà, faites du goûtage, venez nous voir, venez essayer. Enlevez-vous de la tête surtout qu'il y a des contraintes ou je ne sais quoi. Non, on peut tout faire et je peux vous assurer qu'on a une équipe, vous allez les voir derrière, ils ont l'avantage de leur âge. Hashtag, rien n'est impossible. Alors pour finir, avant de vous remercier de toute l'attention que vous m'avez portée. Comme on est des vrais Diepois, on a fait l'acquisition d'une nouvelle machine il y a maintenant un petit mois. Elle est en fin de rodage, là. Et on est en train d'imprimer une Alpine à 110, avec collaboration avec cette magnifique usine-là. C'est une machine qui est capable d'imprimer sur 1,80 m de large. Donc c'est assez unique, c'est une première au niveau en France, il n'y en a pas d'autres. Il y en a même, on ne veut pas le dire comme ça, mais c'était la première qui livrait en Europe, en réalité. C'est une machine dépôt de fil, qui n'a pas d'autre prétention que de faire aujourd'hui de la pièce telle que vous voyez là, de la maquette. Je vous invite, avant de quitter la pièce, à aller voir, quand on parle de post-traitement, on a fait pour un client un avant de BMW là-bas dans la vitrine qui est au fond. Et cette avant de BMW est passée au post-traitement. Parce que là, quand vous allez la voir, elle est un peu smoothie, mais vous avez tout un tas de... Quand on regarde ici, toutes les couches intermédiaires, en réalité, sont des supports qui s'enlèvent. Donc vous n'allez pas la voir en réalité. De la même manière, les roues, c'est des blocs carrés, parce qu'on va enlever les roues, mais on va imprimer des roues en TPU derrière, qui sont une matière souple, et on va recréer les roues telles qu'elles doivent être. Ensuite, cette voiture, elle va partir en ponçage, en enduit et en carrosserie, chez un carrossier, pour arriver au bout. Et là, je vous invite vraiment à regarder dans la vitrine au fond la façade de BM. Vous allez voir le résultat. On vous l'a fait en 3 étapes. Donc la sortie imprimée, la sortie enduite et la sortie passée en carrosserie. J'ai passé un bon moment, moi. J'ai passé surtout un bon moment parce que j'ai une équipe magnifique. Audrey vous les a présentés tout à l'heure. Tout le monde a été mobilisé pour vous recevoir au mieux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, il est 12h15, on va avoir... une surprise en ouvrant la porte, c'est qu'on vous invite à déjeuner pour ceux qui peuvent rester. Et surtout, poussez la deuxième porte pour rejoindre les équipes et allez voir. Vous avez plus de 80 machines qui sont en fonctionnement de l'autre côté. La seule chose qu'on demande, il y a 2 raisons, c'est pas de photos dans cette pièce-là.
Et n'hésitez pas, soyez curieux, posez des questions. Vous allez voir aussi quelques prototypes assez surprenants et assez magnifiques de l'autre côté qu'on a réalisés. Et on est fiers. Voilà. Merci à vous. Vraiment, merci. Vraiment, comme l'a dit Audrey tout à l'heure, le temps, il est tellement précieux. Et ça fait tellement de bien de vous avoir et tellement de bien d'être ensemble. Merci. Et à très vite.